Bonjour mes amis, je vous emmène dans une vidéo qui est fascinante aujourd'hui dans laquelle on va décoder comment est-ce qu'un pervers narcissique fait pour affaiblir sa victime, aussi bien d'un point de vue physique que psychologique. Comme vous le savez, il est reconnu que le corps et l'esprit vont ensemble. En gros, si jamais je mange que des choses qui sont grasses ou que des hamburgers pendant 3 mois, au bout d'un moment, mon cerveau va commencer à dérailler. Bien évidemment, les deux sont reliés. Plus on est en forme et plus on pense de manière saine. Et donc, on va se retrouver face à un pervers narcissique qui va élaborer plusieurs stratégies que j'ai listées aujourd'hui qui vont vous montrer comment est-ce qu'ils font pour affaiblir totalement leurs victimes. Dans cette vidéo aujourd'hui, je mets ça pour vous prévenir, je vais parler de toutes les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques. Vous allez forcément vous retrouver dedans dans certains points et ça va vous faire froid dans le dos de découvrir ces stratégies, à quel point elles sont astucieuses pour nous détruire. Je vais aussi parler beaucoup de haut potentiel parce que ce sont des personnes comme je le suis qui sont très sensibles à certaines des techniques qui sont en dessous. Et on va aussi parler aux hypersensibles parce que beaucoup de ces techniques sont extrêmement redoutables chez les hypersensibles. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On est sur des chiffres stratosphériques de chaîne, donc n'hésitez pas, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche, ce sera votre façon de soutenir le mouvement contre les pervers narcissiques. Il y a un quiz aussi qui s'appelle « Est-ce que je suis victime d'un pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et aujourd'hui, c'est vous les ambassadeurs, je vous donne tout ce que je sais. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appeler Thierry de mon équipe pour un coaching gratuit d'une demi-heure. C'est juste en dessous du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Donc voilà, c'est sans engagement. Première stratégie extrêmement efficace pour commencer à détruire quelqu'un, qu'on retrouve aussi dans pas mal de sectes au passage, ça consiste à vous faire perdre le sommeil. Par exemple, le pervers narcissique sait que vous avez un rendez-vous important le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer la veille au soir? Il va vous parler 20 h, 21 h, 22 h, minuit, 1 h, 2 h, 3 h, etc., etc. Donc, vous arrivez, vous êtes fatigué le matin, c'est compliqué, vous ne savez plus exactement où vous en êtes. Et puis le lendemain, ça reprend. Il parle, il parle, il parle. Donc, parler, ça fonctionne. Mais il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner, comme par exemple, il peut laisser une télé allumée quelque part, il peut y avoir une lumière qui est allumée près de vous, il peut y avoir un téléphone qui sonne avec des notifications qui ne sont pas loin de votre tête. Et finalement, tout ça fait que vous avez tendance à perdre le sommeil. Ou alors, si par exemple, il vous crée des crises en pleine nuit, ça va venir agiter votre sommeil. Alors, on se met bien d'accord. Le fait de vivre à deux fait que globalement, on dort souvent un petit peu moins bien. Mais il y a une différence entre vivre à deux, dormir un petit peu moins bien, et une personne qui va vous pourrir le cerveau toute la nuit jusqu'à 5 h du matin, jusqu'à ce que vous soyez vraiment mort de fatigue et qui recommence le lendemain. Là, on est plutôt sur du harcèlement psychologique, du harcèlement moral. C'est quelque chose qui est de l'ordre du répréhensible. On est bien d'accord là-dessus. Deuxième stratégie extrêmement maligne, parce qu'on ne va pas s'arrêter à une, on va y aller sur chacune d'entre elles et on va y aller crescendo. Là, on démarrait vraiment tranquillement. Dites-moi en commentaire au passage si votre pervers narcissique masculin ou féminin vous a empêché de dormir. Mauvaise alimentation. Ça peut être de la sous-alimentation. Vous n'avez plus assez à manger. Tout d'un coup, c'est le pervers narcissique qui décide de faire les courses, mais il n'y a vraiment rien pour vous, plus assez alimenté. Suralimentation. Vous pouvez faire manger que de la graisse, que du gras, que du sucre. Le pervers narcissique, lui, par contre, il mange différemment. Il mange d'autres plats que vous. Il peut aussi vous donner des conseils nutritionnels qui sont incohérents par rapport à votre profil. Tiens, tu devrais manger plus de ci, plus de ça. Mais en fait, ça ne vous correspond absolument pas. Et vous avez aussi des choses qui est rigolo si vous avez des enfants ensemble, ou même si vous êtes beaux-parents par rapport aux enfants, la meilleure nourriture peut être réservée aux enfants. Vous avez les restes, etc. Ce qui est déjà pas très bon d'un point de vue physique. Si vous mangez toujours le gras, les enfants ont les plats bio, etc. pendant que vous mangez machin frelaté. Deuxième chose, c'est point de vue psychologique, on vous rabaisse un peu au niveau inférieur. Les enfants sont plus importants que toi, je suis plus important que toi, tout le monde est plus important que toi. Toi, tu vas juste manger les restes dans le frigo. C'est rien dans l'absolu. On le fait tous, on fait tous manger de nos enfants bio. Mais encore une fois, rappelez-vous bien, le harcèlement moral, à la différence de juste une dispute avec quelqu'un, c'est quand ça va beaucoup trop loin. Là, c'est quand la mauvaise alimentation est vraiment poussée trop loin et qu'on sent que excessivement, c'est un schéma qui se répète de jour en jour pour vous détruire. Remarque sur les HP. Un petit texte que j'ai tiré d'un magazine scientifique. Les hauts potentiels ont une consommation de glucose proportionnellement moins importante que la moyenne compte tenu de l'intensité de leur activité cérébrale. Donc ça veut dire que leur cerveau a aussi un meilleur rendement. Donc en gros, un haut potentiel a tendance à avoir un cerveau qui tourne plus vite et qui a un meilleur rendement, qui consomme moins. C'est un cerveau qui est optimisé en puissance.
Et c'est aussi pour ça, malheureusement, que les hauts potentiels se font souvent avoir par les pervers narcissiques parce que, comme ils ont l'habitude de résister à plein de choses, ils ont l'habitude de consommer moins par leur cerveau, ils ont l'habitude de s'adapter à beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus il y a quelques jours. Ils peuvent devenir résistants à la difficulté. Ils peuvent devenir ce qu'on pourrait appeler durs au mal. Ça leur fait mal, c'est pas grave, ils deviennent résistants par rapport à ça. Et ils entament une lutte pour résister à ça parce qu'ils ont toujours été habitués à ce genre de mauvais traitement. Troisième point, les médicaments. Est-ce que votre pervers narcissique vous a convaincu de prendre certains types de médicaments comme des antidépresseurs, comme des somnifères, comme des choses relaxantes pour vous affaiblir, pour vous rendre un peu plus mou, que ce soit encore une fois à tort ou à raison? Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment de votre propre chef que vous avez pris ces médicaments? Ou alors, est-ce que par exemple le pervers narcissique a réussi à convaincre votre entourage que vous deviez prendre ces médicaments alors qu'au fond de vous, vous aviez l'impression que ce n'était pas vraiment la peine? Pas mal du coup des médicaments aussi pour détruire quelqu'un. On arrive à ce niveau-là à ce qu'on pourrait appeler un début d'isolation ou d'isolement. Cet affaiblissement commence à isoler la victime. Les autres peuvent commencer à avoir peur de notre mal-être. Ben oui, forcément, au bout d'un moment, on mange trop au passé, on ne dort plus du tout, on devient un peu nerveux. Et ça veut dire que nos amis peuvent commencer déjà à nous fuir et ça peut commencer à nous isoler. Là, on est juste sur le début, on est vraiment en train de nous marrer au pays des bisounours. On va arriver sur la suite, ne vous inquiétez pas, on va arriver sur la suite. Cinquième point, l'empoisonnement social. Je mets empoisonnement, c'est d'un point de vue symbolique. Le pervers narcissique peut faire en sorte de te présenter, de te mettre en relation uniquement avec d'autres personnes qui sont toxiques pour toi. Ça veut dire que ces personnes de ton entourage que le pervers narcissique t'a mis autour de toi vont t'affaiblir parce qu'ils sont toxiques dans ta vie. Et ça veut dire que le pervers narcissique n'aura même pas à travailler pour t'affaiblir. Ce sera tout son environnement toxique qui va venir te rabaisser. Le pervers narcissique choisira avec soin un environnement qui est totalement toxique socialement en fonction de ta capacité et de tes résistances. C'est-à-dire que il ne mettra jamais des personnes qui vont te détruire, ni qui vont te donner l'envie de fuir. En gros, ça ressemble à une espèce de cage sociale toxique dans laquelle tu es enfermé sans pouvoir en sortir et en te faisant détruire en permanence ou en n'étant pas dans un endroit, en tout cas, qui te valorise. Sixième point, on a parlé de la fatigue par le sommeil. Il peut aussi y avoir la fatigue par le travail. Par exemple, ton pervers narcissique peut avoir tendance à te faire beaucoup travailler. Ça peut être à rester beaucoup plus longtemps à ton travail pour que tu aies une promotion. Ça peut être aussi faire beaucoup plus de tâches ménagères. Et également, donc, tu travailles plus à ton travail, tu travailles plus à la maison, avec à chaque fois tout un tas de bons prétextes, comme par exemple, il faut ramener plus d'argent, il faut que tu sois plus comme si, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez payé, il faut que tu puisses nous entretenir mieux que ça, etc. Et en plus, en venant te perturber et de te compliquer la tâche. Par exemple, pendant ton travail, ton pervers narcissique peut totalement t'appeler pour te faire un esclandre. Donc non seulement tu travailles plus, et en plus il faut gérer le pervers narcissique qui est complètement toxique et qui vient en permanence faire des crises et te perturber. Il peut aussi de temps en temps venir t'ajouter des tâches. Par exemple, tu en faisais déjà beaucoup à la maison, et ben il peut t'en rajouter. Et lui peut ne absolument plus rien faire du tout à la maison. Du coup, tu te retrouves avec ton emploi qui te prend déjà beaucoup de temps, et en plus à devoir gérer les gamins, la maison, le ménage, le repassage, etc. Il peut aussi, en plus de ça, venir te rajouter une pression financière en te disant « Moi, je ne travaille pas, j'ai besoin que tu travailles plus, j'ai besoin qu'on gagne plus. Si jamais tu gagnais plus, on pourrait se payer ci, on pourrait se payer ça. De toute façon, tu ne mérites pas d'être augmenté, tu n'es pas assez bon. » Donc ça, vous l'aurez de temps en temps. Ou alors, si jamais tu bossais plus, tu aurais plus d'argent et je t'aimerais probablement plus. Donc là, on tombe dans l'amour conditionnel et tu en viens à être complètement fatigué par ton travail, que ce soit à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur. Septième point, tu as peut-être vécu un lieu de vie que j'ai marqué insalubre. C'est un bien grand mot pour dire un endroit de vie qui est complètement désordonné ou par exemple il y a des choses de partout. L'idée, c'est de faire en sorte que l'environnement de la victime soit totalement insalubre. En gros, que tu n'arrives pas à retrouver ta place dedans. Surtout si tu es au potentiel ou si tu es hypersensible, que tu as besoin que les choses soient belles, soient claires, soient nettes autour de toi, parce que c'est ce qui permet à ton cerveau de mieux respirer, d'être en paix, de retrouver du zen, aussi d'avoir une place à toi qui te ressemble. Là, pas du tout. Le pervers narcissique peut en mettre partout, peut venir envahir ton espace. Par exemple,
Si jamais tu adores cuisiner ou faire le ménage ou ranger des choses, eh ben, le pervers narcissique va faire en sorte pour que la plaque soit toujours pleine de trucs dégoûtantes, que la cuisine soit toujours encombrée, qu'il n'y ait absolument rien pour cuisiner ou que pour que tous les endroits où tu puisses ranger tes affaires soient prises par d'autres choses, par des cartons de télé ou par n'importe quoi d'autre, de manière à ce que tu perdes tes repères, tu ne te sens plus chez toi. Il peut aussi vouloir te réduire ton espace vital. Par exemple, à la maison, là où généralement on a tous les deux un bout de dressing pour mettre tes affaires, eh ben, il peut venir te prendre totalement ta place ou dans le lit, prendre aussi une grande partie de la place en mettant par exemple les enfants en permanence pour que toi tu n'aies pas forcément de place pour pouvoir dormir dedans. Ou alors si jamais tu as un bureau, il va venir te l'encombrer avec tout un tas de choses. L'idée étant que tu n'aies pas réellement d'endroit à toi, que tu ne te sentes pas bien dedans. Et en plus de ça, une fois qu'il t'a pris tout ton espace, il va venir te le faire rappeler. Il va te dire par exemple, voilà, tu ne t'occupes pas bien de toi, tu n'es pas ordonné. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai pas d'espace, je peux rien faire. Ben, c'est toi qui vas venir critiquer. Tu devrais ranger, tu devrais faire des efforts. Et toi, si jamais tu as le malheur de dire, mais c'est tes affaires qui sont là, je ne peux pas les ranger, il va te dire que tu trouves toujours des bonnes excuses. Donc, il va te faire remarquer que vous vivez dans un endroit qui est désordonné, là où c'est a priori lui qui a tout fait pour que ça le soit. Et du coup, il va te dévaloriser aussi bien dans la façon de vivre que sur le fait de ranger ou de s'approprier un endroit. Tu te retrouves avec un endroit où tu n'as plus vraiment de place à toi, tu ne sais plus vraiment ni où t'asseoir, ni où t'allonger, ni où te poser pour bouquiner un livre. Et donc, tu te sens dévalorisé. Ajoute à ça que tu n'oses même pas probablement faire venir des amis à toi chez vous parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ça ressemble vraiment, vraiment plus à rien. Donc, on passe au point numéro 8 qui est la honte physique de la victime. Au bout d'un moment, lorsque tu vas commencer à perdre de la force, quand tu vas commencer à devenir tout gris, quand tu vas commencer à être pas en forme parce que tu dors plus assez, le pervers narcissique peut jouer là-dessus. Il peut te dire, tu vois, tu prends pas soin de toi, tu ressembles plus à rien, tu es tout blanc. Toi, dans ta tête, tu dis, ouais, mais j'ai travaillé 10 fois plus à la maison, à mon travail, j'ai tout fait pour que ça se passe bien, je ne dors plus parce que tu me fais des crises en permanence. Bien évidemment que j'ai pas l'air en forme. Et bien là, il va te le faire en reproche. Tu vois, tu n'es pas en forme, tu ne sais pas prendre soin de toi comme tu ne sais pas prendre soin de moi, etc. ou de tes enfants ou des gens qui sont autour de toi. Donc, il va te jouer sur la honte par rapport à ton physique, il va aussi jouer sur la honte par rapport à ta maison. Et du coup, au bout d'un moment, avec toute cette fatigue qui s'accumule, on a du mal à mettre de la clarté dans notre vie. On se sent humilié de manière permanente. On se rappelle aussi des paroles dévalorisantes. À chaque fois qu'on se regarde dans la glace et qu'on voit qu'on a des cernes, qu'on n'est pas bien, on se dit « bah oui, c'est vrai, en fait, mon conjoint ou le pervers narcissique que je connais a raison quand il dit ça. C'est vrai que je ne sais pas prendre soin de moi. C'est vrai que je ne sais pas être bien. C'est vrai que je suis plus brillant en ce moment. » Et donc là, on commence à croire ce que le pervers narcissique est en train de nous dire. Ça peut être aussi lorsqu'on regarde le bazar qu'il y a chez nous, de se dire oui, en effet, il y a un gros problème, mais on ne sait plus quoi faire. Et on va en reparler dans quelques instants. Donc ça veut dire que le pervers narcissique va créer un écho chez nous qui sera raccord entre ce qu'il dit et ce qu'on observe. Tu ne sais pas t'occuper d'une maison et quand tu regardes, en effet, la maison est mise n'importe comment, mais c'est plutôt de sa faute a priori. Tu ne sais pas t'occuper de toi et en effet, tu es fatigué, tu as les traits tirés, tu ne sais pas avancer, mais encore une fois, c'est de sa faute et il fait un écho par rapport à ça. À se rappeler que lorsqu'on est HPE, haut potentiel émotionnel, généralement on aime les belles choses, on voit une réalité différente dans les objets, dans les odeurs, dans le fait de se sentir bien quelque part. Donc ça a beaucoup d'importance pour nous. Lorsqu'on est hypersensible, c'est pareil, on est très sensible à ça. Donc entre le pervers narcissique qui avait sa maison toute propre au début, tout se passait bien, et ce qui se passe à la fin où c'est le bazar, ça n'a plus de sens, on ne dort plus, on ne se sent pas bien, et bien on peut se retrouver à parfois péter un plomb, crier, s'énerver ou partir ou à pas comprendre ce qui se passe tout en voulant résoudre la chose parce qu'au final, on est des gentils, on veut que ça s'arrange dans cette histoire. Et on arrive sur quelque chose qui est très important qui s'appelle les injonctions paradoxales. Je vous ai marqué un tout petit exemple juste en dessous. C'est une personne qui est sur un bateau, on ne le voit pas parce que c'est trop petit. Une personne est sur un bateau. Sur la rive droite, il y a des gens qui ont un fusil qui lui disent « mais tu ne peux pas utiliser les transports en commun parce qu'on est en grève ». Et sur la rive gauche, tu as le gouvernement qui lui dit « va travailler ». Et il se retrouve coincé entre deux. Il ne peut ni aller travailler parce que les métros sont en grève, ni rentrer à la maison parce que le gouvernement lui demande de travailler. Et il y a un requin en dessous. Là, une injonction paradoxale, c'est quand on ne peut ni aller dans un sens, ni aller dans l'autre. En fait, les deux, on nous demande de faire les deux simultanément, mais ce n'est pas possible. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on est face à un pervers narcissique, on ne peut
ni partir, parce que ce qu'on veut au fond de nous, c'est que ça s'arrange, c'est que ça se résolve. Comme on est souvent avec un fond de dépendance affective, on a envie finalement que ça redevienne comme pendant la lune de miel au début. On ne peut pas non plus lutter parce que lorsqu'on est au potentiel, quand on est hypersensible, quand on est dépendant, on n'est pas des personnes qui luttent, qui sont méchantes, qui veulent détruire. Donc on ne peut ni partir, ni lutter. C'est ce qui se passe quand on est face à l'univers qui nous entoure, par exemple une chambre, une pièce qui est désordonnée, on ne peut ni lutter pour ranger tout ça parce que ce sera toujours le père narcissique qui en mettra partout, ni en partir parce que ce qu'on veut c'est résoudre la chose. C'est ce qui passe aussi par rapport à notre sommeil, on peut ni lutter ni partir et c'est ce qui se passe globalement et c'est ce qui fait qu'on arrive dans cette espèce d'étau où on se sent complètement écrasé des deux côtés sans pouvoir bouger. Donc, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de spirale d'extinction de la volonté. Au bout d'un moment, on laisse mourir notre instinct et on laisse tomber. On se dit en gros, tant pis, j'accepte. Ce sera toujours le bazar ici, j'accepte. Je ne pourrai pas dormir la nuit, j'accepte. Je vais devoir trop travailler. On en vient, comme on ne peut plus bouger, à accepter une situation qui est pourtant inacceptable. Donc, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de stade de survie immobile. On est immobile sur place et on n'arrive pas à en sortir dans un espèce de mécanisme de survie étrange. Si jamais tu as vécu ça, tu dois savoir de quoi je parle. Mettez-moi en commentaire encore une fois si ça vous rappelle des choses. On a à ce moment-là une espèce de sensation de brouillard qui vient de toute cette fatigue physique et psychologique qui est liée à cette situation. On est clairement affaibli. On est dans le flou, on en vient même parfois à avoir une espèce d'incapacité à raisonner. Ajouter de la fatigue avec une personne qui parle tout le temps, qui vous donne des ordres contraires en permanence dans la journée, dans la nuit, qui vous parle. Tout d'un coup, on commence à avoir du mal à raisonner et c'est simple. En fait, c'est juste qu'on a été épuisé physiquement et psychologiquement. Je parlais des sectes tout à l'heure. Beaucoup de sectes utilisent ce genre de choses. Ils vont faire par exemple, ils vont envoyer tous leurs pèlerins dans la rue ou faire du porte-à-porte pendant des jours et des jours et des jours. Ils leur donnent très peu à manger, ils ne les font pas beaucoup dormir après. Après ça, ils leur parlent et c'est les affaiblis. Ils n'ont plus d'amis et ils ne savent plus exactement vers où se retourner par la suite. Et là, c'est pareil à moindre échelle, bien que on peut se demander si c'est pire ou pas pire, mais on se retrouve dans le même genre de situation où on est affaibli et on en vient à ne plus pouvoir utiliser notre outil principal qui est notre cerveau, celui qui nous permet de prendre les bonnes décisions. On est aussi coupé de nos amis très souvent qui pourraient nous aider à en sortir et on se retrouve affaibli tout seul dans notre coin en train de dépérir doucement. Donc, on se rappelle bien que les pervers narcissiques, on a gagné la partie quand on est parti. On ne veut plus jamais ça. Moi, c'est la phrase que je m'étais marquée en post-it sur mon miroir. Plus jamais ça, plus jamais ça. Et lorsqu'on en repart, parfois on a l'impression de passer de tout terne, tout blanc, tout gris, au fait de reprendre des couleurs en douceur. On recommence à dormir, on recommence à s'alimenter normalement, on recommence à trouver un espace pour soi. Donc prenez votre temps. Vous allez voir que parfois ça prend un peu plus de temps, mais ça ira mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.